Le slogan, c'est Nicolas qui paie, aurait pu n'être qu'une étincelle dans la nuit de notre déclin. Un éclat populaire, involontairement génial, résumant à lui seul des décennies de mensonges sur la solidarité, la fiscalité, l'égalité. Une saillie comme seules les vérités involontaires en produisent. En 5 mots, le renversement du sens, la soumission fiscale du contribuable devenu vache à lait, l'inversion du mérite, l'indulgence d'un système qui paie pour être aimé et se fait mépriser en retour, le cri d'un monde à l'envers. Ce slogan, cette formule, cette étincelle, aurait pu rester dans les rues, sur les lèvres, dans les esprits. Il aurait pu être récupéré politiquement, comme un cri de ralliement, un étendard, un graffiti anonyme sur les murs de la colère française. Mais il n'en fut rien, il a été déposé. Par qui ? Par Éric Tegner, journaliste, influenceur de la droite molle et commercial, reconverti en VRP du ressentiment national. Le 16 juillet 2025, il dépose à l'INPI la marque « C'est Nicolas qui paie » dans 6 catégories commerciales, logiciels, bijoux, papeterie, bagagerie, vaisselle, vêtements, tout y passe. L'idée devient concept, le concept devient produit, et le produit, boutique. Ce geste n'est pas neutre, il est le symptôme, il est le signal. Il marque une bascule, car ce n'est plus seulement l'adversaire qui moissonne notre révolte, c'est désormais l'allié autoproclamé. Celui qui parle comme nous, prie comme nous, vote comme nous, mais vend ce que nous vivons. Ce podcast n'est pas une querelle de personnes. Il est un procès en clarté. Il est une tentative de nommer ce qui nous ronge. La transformation de la politique en marchandise, de la foi en branding, de la droite populaire en boutique en ligne. Il y a ceux qui servent et ceux qui se servent, ceux qui témoignent et ceux qui monétisent. Ce que nous vivons n'est pas une simple erreur de casting, c'est une logique, celle des marchands du temple. Et c'est cette logique que nous allons démanteler, pièce par pièce. Il y a des gestes qui en disent plus long qu'un manifeste. Déposer une marque, ce n'est pas un détail administratif, c'est un acte de possession. C'est s'approprier ce qui ne nous appartient pas, pour mieux le revendre. Et quand cet acte touche à une parole populaire, surgit du réel, d'une scène de France, d'un fait divers collectif, il devient un hold-up moral. Car ce qu'il s'est passé exactement ce 16 juillet 2025, au moment où Éric Tegner dépose la marque, c'est Nicolas qui paie. À l'Institut national de la propriété industrielle, ce n'est pas seulement une blague qui passe au tiroir caisse, c'est un basculement. C'est l'officialisation d'un glissement, celui d'un mot issu du peuple, capté, transformé, vidé, puis revendu au peuple comme une camelote. Regardons les faits. Catégorie 9. Logiciel, application téléphonique, intelligence artificielle. Pourquoi donc ? Pour faire du slogan un algorithme, une appli, une boutique mobile ? Veut-on que l'indignation devienne une notification, un sticker numérique, une ligne de code idéologique à vendre plus offrant ? Catégorie 14. Montre, bijoux, bracelet connecté. À quel moment un cri social devient-il un accessoire ? Qu'est-ce qu'un bracelet, c'est Nicolas qui paie, dit de notre époque ? Que la souffrance fiscale peut se porter au poignet, entre une Apple Watch et une gourmette made in China. Catégorie 16. Papeterie, affiche, autocollant. Le slogan devient produit dérivé. Pour le coller sur une gourde, un carnet de notes, un t-shirt. La boutique se remplit, l'idée devient stock. Le mécontentement devient marchandise. Catégorie 18. Maroquinerie, bagagerie. Peut-être pour porter l'indignation en vacances. Une valise, c'est Nicolas qui paie, pour les séjours patriotiques sponsorisés. Ou un sac à dos, souverainiste, pour les stages d'entrepreneurs de droite. Catégorie 21. Vaisselle, mug, verre. Un bon café bien chaud, dans une tasse marquée du sceau du ressentiment fiscal. Le matin devant CNews, le soir sur les réseaux. L'entrepreneur a tout prévu. L'indignation se boit maintenant, à petites gorgées, entre 2 lives Instagram. Catégorie 25. Vêtements, t-shirts, sweats. Bien sûr, il fallait les textiles, l'arme fatale de la pseudo-droite branchée. Après la casquette « Make Europe Great Again », voici le sweatshirt du contribuable martyrisé. On revendique en coton bio, on défie le système en imprimes vintage, on est révolutionnaire à 34,90 plus frais de port. Mais au fond, le plus grave n'est pas là. Le plus grave, c'est la logique qui sous-tend tout cela. Transformer une parole vivante, surgie du réel, en logo mort.
Transformer un cri en slogan, un slogan en marque, une marque en boutique, une boutique en business, et un business en storytelling entrepreneurial. On pensait que le poison ne pouvait venir que de nos adversaires idéologiques. Mais le virus est entré par les propres portes de notre camp, car à droite aussi, certains préfèrent la lumière des studios aux ténèbres du réel. Certains préfèrent la start-up au combat. La réputation en ligne à la vérité. L'influence au service. Ce podcast n'accuse pas un homme, il accuse un réflexe. Celui de marchandiser l'indignation, de transformer chaque soubresaut du peuple en ligne de produit, chaque cri en packaging, chaque colère en panier d'achat. Et cela n'est pas seulement une faute morale, c'est une faute politique. Car pendant que certains vendent des mugs, d'autres prennent des coups. Pendant que certains déposent des slogans, d'autres vivent des injustices. Pendant que certains comptent leurs abonnés, d'autres comptent leurs morts. Le prénom Nicolas ne désigne pas un homme unique, mais un archétype. Un symbole de cette France qui travaille, qui produit, qui paie, sans jamais se plaindre. Cette France profonde, anonyme, souvent ignorée des discours médiatiques, rarement célébrée sur les plateaux, et qui demeure le socle réel et solide de notre nation. Nicolas, c'est David, Xavier, Benoît, Marie, Jeanne, Sophie. Ce sont ces millions d'hommes et de femmes modestes qui se lèvent tôt, partent au boulot en voiture parce que les transports en commun ne desservent pas leur banlieue ou leur zone rurale. Ce sont ces pères, ces mères de famille, souvent seuls, portant le poids de plusieurs générations, payant leurs taxes d'habitation, leur CSG, leur impôt sur le revenu, la TVA, sur le café matinal. Et la taxe à la pompe. Ce sont ces commerçants, artisans, salariés, petits entrepreneurs, qui sentent chaque jour un peu plus leur pouvoir d'achat fondre. Ce sont ceux qui paient, encore et toujours, pour ceux qui consomment sans contribuer, pour ceux qui fraudent sans être inquiétés, pour ceux qui bénéficient de droits sans devoir, pour un système qui les oublie. Mais voilà que ce Nicolas, ce symbole fort, cette réalité tangible, est réduit à une marque déposée, à un slogan commercialisé. Au lieu d'être un cri, un appel à la justice sociale, un étendard de révolte authentique, il devient une ligne de produits dérivés, une marque à exploiter. Mugs, t-shirts, sacs, accessoires. Autant de vitrines commerciales surfant sur la détresse sociale, transformant la colère collective en chiffre d'affaires. Cette instrumentalisation soulève plusieurs questions fondamentales. À qui appartient la parole du peuple ? La parole populaire ne devrait appartenir à personne en particulier. Elle est une expression collective, un bien commun. Comment peut-on faire du ressenti d'un groupe social une marque, une marchandise, une opportunité financière ? Quel est le sens profond de cette marchandisation ? C'est la trahison d'une cause. C'est le glissement d'un engagement sincère vers une posture de consommateur de ressentiment. C'est la banalisation d'une souffrance en produit de mode. C'est la dilution d'une révolte en gimmick marketing. Comment cette transformation affecte-t-elle ceux qu'elle prétend représenter ? Ceux qui s'identifient à Nicolas se retrouvent face à un paradoxe cruel. Ils sont à la fois victimes et clients. Clients de leur propre malheur, acheteurs de la colère qu'ils ressentent, consommateurs de la protestation qu'ils nourrissent. Cette transformation de la colère en produit dérivé est une aliénation. Elle dépolitise. Elle détourne l'énergie des militants vers le shopping militant. Elle offre une fausse catharsis. En achetant un t-shirt, on croit participer au combat. Mais en réalité, on nourrit un système qui reproduit les mêmes dynamiques, les mêmes inégalités. Enfin, ce phénomène témoigne d'un profond mal-être politique et culturel. La jeunesse enracinée, les classes populaires délaissées, cherchent leur voie dans un paysage politique moribond. Mais face à l'absence de véritables leaders, de vrais combats, ils se rabattent sur des postures symboliques. Ils adoptent un langage visuel et consumériste parce qu'ils ne savent plus comment faire autrement. Il ne s'agit pas d'une simple critique du dépôt de marque. C'est une analyse du glissement culturel, du reflux de l'engagement vers la posture, du politique vers le marketing. C'est un appel à retrouver une parole collective authentique, enracinée, courageuse. Une parole qui ne se vend pas, qui ne s'achète pas. Dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 2, une scène frappe par sa radicalité. Jésus entre dans le temple de Jérusalem et découvre les marchands d'animaux, les changeurs d'argent, installés dans ce lieu saint. Avec une colère juste, il renverse leurs tables, disperse les pièces, chasse ceux qui transforment la maison de Dieu en marché.
Ce geste n'est pas qu'une simple réprobation contre le commerce, c'est une condamnation profonde de la profanation. Le temple, lieu du divin, de la rencontre entre le ciel et la terre, ne peut être réduit en un lieu d'affaires, de spéculation et de marchandage. Le sacré ne se vend pas, le divin ne se monnaie pas. Aujourd'hui, ce temple symbolique peut se lire comme la droite enracinée, chrétienne, militante. Elle est appelée à être un sanctuaire spirituel, un foyer de fidélité, un refuge d'authenticité, une maison où la parole, la foi et l'engagement se tiennent dans la vérité. Or, que voit-on? Un dépôt de marques, des slogans vendus comme des produits, une parole populaire transformée en marchandise. Le temple devient boutique, la vérité devient logo, les témoignages deviennent business. Ce renversement est une profanation spirituelle. C'est le signe que la droite, loin de défendre un idéal transcendant, se fait complice d'un monde marchand où tout s'achète et se vend, même la révolte. Le Christ a voulu purifier le temple pour qu'il demeure un lieu de prière, de justice, de vérité. Il nous rappelle que l'engagement ne se mesure pas en nombre de ventes, en likes ou en parts de marché. Il est un don, un sacrifice, un service. Refuser cette marchandisation, c'est revenir à cette radicalité évangélique. C'est rappeler que la parole vraie, la foi sincère, ne peuvent jamais devenir un produit. C'est une invitation à renverser nos propres tables, à chasser les marchands de nos combats, à sanctuariser la parole du peuple. Dans le tumulte médiatique contemporain, la figure de l'homme engagé s'est transformée. Autrefois, le militant était un homme de terrain, enraciné dans sa communauté, portant sa foi, son engagement et ses idées avec humilité et constance. Il était animé par un idéal, prêt au sacrifice, fidèle à une cause plus grande que lui. Aujourd'hui, cette figure se complexifie, se brouille. Éric Tegner, que nous avons évoqué, en est un exemple symptomatique. Journaliste, pilier d'une revue politique alternative, entrepreneur politique, influenceur, dépositaire d'une marque commerciale. Il cumule les casquettes, parfois au risque de mélanger les genres. Cette hybridation des rôles illustre une tendance lourde, générale, qui n'est pas seulement individuelle, mais structurelle. À l'heure des réseaux sociaux, de la médiatisation instantanée, du personal branding, le militantisme, l'information et le commerce fusionnent souvent en un même espace. L'audience devient un marché, l'opinion une marchandise, la parole une marque. Cette confusion présente plusieurs dangers majeurs pour la droite enracinée, chrétienne et populaire. D'abord, la dilution de la sincérité et de l'engagement. Lorsque l'on passe de la conviction profonde au calcul stratégique, de la fidélité au produit, on s'éloigne de l'âme du combat. Le militant devient influenceur, le journaliste devient vendeur, le commerçant devient orateur. Cette hybridation favorise la posture, le spectacle, la mise en scène au détriment de la vérité et du service. Ensuite, l'instrumentalisation des causes. Les combats populaires deviennent des produits à utiliser, les souffrances collectives, des leviers pour accroître sa notoriété ou son chiffre d'affaires. Les discours politiques, des slogans à vendre en t-shirt ou mug. Cette logique capitaliste dans le champ politique est paradoxale. Elle prétend dénoncer l'oligarchie tout en reproduisant ses méthodes. Elle fait du ressentiment un business, de la colère une marchandise, et des peuples en souffrance des consommateurs potentiels. Enfin, cette confusion nuit à la crédibilité et à la cohérence du message. Le mélange des rôles brouille la perception. On ne sait plus si l'on écoute un vrai militant ou un vendeur de cause. On doute des intentions, des priorités, de la sincérité. Cette incertitude fragilise la droite réelle, qui a besoin de figures claires, fidèles et authentiques. Ce phénomène traduit aussi une difficulté plus profonde. La droite enracinée peine à trouver ses voies dans un monde médiatique saturé et dominé par la superficialité. Faute de leaders incarnés et d'espaces authentiques, elle s'expose au brouillage, à la marchandisation et à l'éparpillement. La solution ne réside pas dans la simple dénonciation, mais dans la reconstruction. Dans la réaffirmation de la distinction claire entre militantisme désintéressé, journalisme rigoureux et commerce honnête mais séparé. Dans le retour à des engagements fidèles, humbles, courageux, portés par des hommes et des femmes authentiques, enracinés dans leur communauté, prêts au sacrifice. C'est un appel urgent à redéfinir les rôles, à restaurer la confiance, à refuser que la droite populaire devienne un simple produit sur le marché de la communication.
Dans notre société saturée d'images, de slogans, de buzz et de marchandises, il est facile d'oublier ce que signifie vraiment être enraciné, fidèle, engagé. La droite populaire n'est pas un logo, ni un hashtag, ni un produit dérivé à vendre à prix d'or sur Internet. Elle est avant tout une communauté vivante, fragile, souvent invisible et pourtant essentielle. Il faut penser à ces femmes et ces hommes qui ne font pas la une des journaux, qui n'ont pas des milliers de followers sur les réseaux sociaux et qui pourtant portent le poids de notre civilisation. Les paysans qui se lèvent avant l'aube pour labourer, semer, récolter, sans jamais attendre de reconnaissance, ni de retour sur investissement. Ils incarnent la fidélité à la terre, à la tradition, au réel. Les ouvriers, souvent oubliés des débats intellectuels, qui travaillent dur dans les usines, les chantiers, les ateliers, parfois dans la douleur, avec pour seule récompense la fierté du travail bien fait et la dignité du labeur. Les prêtres de nos campagnes et nos quartiers populaires, qui accompagnent, consolent, éduquent, sans jamais chercher la lumière médiatique, mais avec la force tranquille de leur foi enracinée. Les mères et les pères de famille, parfois seuls, parfois épuisés, qui élèvent leurs enfants dans un monde qui ne leur fait pas de cadeaux, qui souvent les oublie, mais qu'ils aiment avec une constance hors du commun. Ces visages sont l'antithèse du slogan commercial, du produit marketing, du spectacle médiatique. Ils ne vendent rien, ils donnent tout. Ils incarnent la gratuité du service, le don désintéressé, l'engagement qui ne cherche pas la lumière, mais la vérité. Le véritable combat politique, celui qui transforme une société, ne passe pas par la multiplication des marques déposées, ni par les slogans vendus en ligne. Il passe par le retour au réel, par la patience, par le courage quotidien, par le silence habité de ceux qui portent la parole sans bruit, sans tambour ni trompette. Or, dans ce paysage médiatique, où tout est instantané, éphémère, consommable, il est tentant pour certains de transformer la colère populaire en business, la souffrance sociale en opportunité commerciale. Mais c'est un leurre. Un piège qui ne profite qu'aux marchands, pas aux martyrs. Il faut donc réhabiliter cette forme de militantisme humble, patient et sincère. Ce militantisme qui ne cherche pas à exister par la notoriété, mais par la fidélité. Qui ne cherche pas à monnayer sa parole, mais à la vivre pleinement. Qui ne vend pas un produit, mais donne un témoignage. Je vous fais un dernier appel. À refuser les sirènes du marketing politique. À privilégier la gratuité de... Je vous fais un dernier appel. À refuser les sirènes du marketing politique. À privilégier la gratuité du don sur la logique du profit. À valoriser le service discret sur la mise en scène. À défendre la parole habitée sur le slogan creux. Nicolas Quipet, ce n'est pas une marque déposée. C'est une réalité collective, une souffrance partagée, un cri silencieux. Ce cri ne peut être enfermé dans un logo, vendu en série, ni réduit à une simple campagne marketing. Il doit être porté, défendu, honoré, vécu. Nous devons donc revenir à cette droite réelle, enracinée, faite de vie modeste mais héroïque, à cette droite fidèle, qui ne se vend pas mais qui donne, à cette droite qui refuse la marchandisation de son identité et qui choisit la fidélité, le service et la parole vraie. Le Christ, dans un geste de colère juste, a renversé les tables des marchands du temple. Il n'a pas renversé les tables des pécheurs, ni celles des fidèles, ni celles des pauvres. Il a renversé les tables de ceux qui profanent le sacré, ceux qui transforment la maison de Dieu en marché, ceux qui commercialisent l'esprit, la foi, la vérité. Aujourd'hui, à notre époque, nous faisons face à des marchands du temple moderne. Ce ne sont pas des vendeurs d'animaux ou des changeurs d'argent, mais des vendeurs d'idéaux, des commerçants de slogans, des entrepreneurs du ressentiment. Ils déposent des marques sur les cris de nos peuples, ils transforment nos souffrances en produits, ils vendent la colère en t-shirt et en mug. Ils offrent à la droite populaire une façade de combat, un spectacle de révolte, une boutique de protestation. Mais ce n'est pas cela la droite est un héritage, la droite est une fidélité, la droite est un service. Elle est celle qui se lève avant l'aube pour cultiver la terre, pour nourrir la famille, pour défendre la patrie. Elle est celle qui garde le silence, qui travaille, qui prie, qui résiste. Elle est celle qui ne cherche pas la lumière des caméras, mais la lumière de la vérité. Nous devons donc renverser ces tables modernes. Nous devons chasser les marchands de nos combats. Nous devons sanctuariser notre parole. Nous devons faire de la droite une foi, pas une foire. Car ce combat ne se vend pas, il se vit,
Il se souffre, il se transmet. C'est Nicolas qui paie, mais ce Nicolas n'est pas à vendre. Il est le peuple, il est la France, il est notre avenir. À nous de choisir. Continuer à regarder la boutique ou prendre le balai.